Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui, honnêtement, il y a encore quelques années, relevait de la pure science-fiction, mais qui est en train de s'inviter un peu partout. C'est l'idée de repousser radicalement les limites de la vie humaine, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et pour nous guider là-dedans, on a une analyse vraiment passionnante du sociologue Pierre Fraser, qui est paru dans la revue Sociologie visuelle. Ce qu'il nous dit, en gros, c'est que le transhumanisme, c'est plus un délire. C'est devenu une vraie vision du monde, très cohérente, qui influence déjà ce qui se passe dans la Silicon Valley. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette vision. Et on va voir comment cette idée, qui part d'une intention presque noble, vaincre la maladie, pourrait nous mener vers un futur assez particulier. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant dans le texte de Fraser, c'est qu'il met vraiment le doigt sur le point de départ de toute cette pensée. C'est une idée d'une simplicité presque désarmante, mais aux conséquences vertigineuses. Pour les transhumanistes, la mort, ce n'est pas une fatalité, ni métaphysique, ni spirituelle. C'est, et là je cite, un problème technique. Un problème technique, l'image est incroyablement forte. Ça change tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle de la mort quand même. Fraser montre qu'ils utilisent une analogie qui est très parlante. La mort, ce serait un bug dans le logiciel humain. Notre biologie est vue comme un programme, un code, qui, avec le temps, accumule des erreurs, des corruptions jusqu'au plantage final. Ah oui, je vois. Et cette simple requalification, c'est une révolution. Parce que si c'est un problème technique, si c'est un bug, Alors, il doit y avoir une solution technique. exactement, il doit y avoir un patch, une mise à jour. On quitte complètement le registre de l'acceptation, de la philosophie, pour entrer dans celui de l'ingénierie pure et dure. D'accord. Donc, si la mort, c'est le bug final, j'imagine que le vieillissement, c'est le programme qui commence à ramer sérieusement. Comment est-ce que cette vision change notre regard sur le fait de vieillir? C'est la toute première conséquence logique. Le vieillissement n'est plus du tout vu comme un processus naturel, tu vois, une part de la vie. Non, il est redéfini comme une simple accumulation de dégâts biologiques. Des dégâts biologiques. Oui, des petites pannes à l'échelle moléculaire, des erreurs de copie dans nos cellules, des choses qui, si on les laisse s'entasser, mènent à la défaillance du système. Et la logique, donc, c'est que si on peut réparer ces petites pannes au fur et à mesure, on peut empêcher le système de planter. C'est tout à fait ça. Si on peut identifier et corriger ces dégâts en continu, alors le vieillissement peut être ralenti, stoppé, voire éternalisé. Et c'est ça la grande promesse, inversé. Fraser a une formule pour ça que je trouve vraiment percutante. Ah oui? Il dit « La sagesse de l'acceptation cède la place à l'interventionnisme radical ». On n'est plus dans la méditation sur notre finitude, on est dans la lutte active, avec des outils, contre un adversaire qu'on juge tangible. Cet interventionnisme radical, ça sonne presque comme une déclaration de guerre. Mais qui mène ce combat? Est-ce que ça se passe seulement dans des labos? Fraser insiste beaucoup sur le rôle de l'individu, non? Oui, et c'est un point absolument central. Il parle d'une désintermédiation de la médecine. En clair, le médecin, cette figure d'autorité qui détenait le savoir, il n'est plus au centre du jeu. D'accord. L'individu, lui, armé de ses capteurs, de sa montre connectée, de ses analyses génétiques, il devient le PDG de sa propre santé. Le PDG de sa propre santé. J'aime beaucoup l'expression. Ça implique une responsabilité énorme. C'est l'idée que le corps devient une sorte d'entreprise à gérer, en fait. C'est complètement ça. Le texte cite des exemples qui ne sont déjà plus de la science-fiction. La nutrigénomique, qui adapte ton régime à ton ADN. Mhm. La médecine régénérative, et même ces kits de génomique do-it-yourself qu'on peut commander sur Internet. Le corps n'est plus un destin, c'est un projet personnel. Un système qu'on a non seulement la possibilité, mais presque le devoir d'optimiser en permanence. Un projet, ça a l'air épuisant. On ne peut jamais se reposer, juste être. Et tout ça, ça repose sur une idée que Frégère met en avant, la réactivité. Ça change la donne, non? On n'est plus dans le soin, on est dans l'anticipation. Absolument. La logique classique, c'est on attend les symptômes, on va voir le médecin, diagnostic, traitement. La réactivité, c'est l'inverse. Grâce au flux constant de données qu'on collecte sur soi-même, l'intervention se fait bien avant l'apparition du moindre symptôme, au niveau moléculaire. C'est un peu comme dans Minority Report, mais pour la biologie. On va vous arrêter non pas pour un crime futur, mais pour une maladie future. La comparaison est excellente. Et ça a une implication morale, psychologique, que Frégère souligne très bien. Il dit « ne pas savoir devient presque une faute ».
Ah oui, c'est fort ça. Aujourd'hui, ignorer son état de santé, ça reste un choix personnel. Demain, dans ce paradigme, ce sera vu comme de la négligence. On est sommé de se quantifier, de se scanner en permanence, pour agir avant même le premier signe de défaillance. La pression est immense. D'accord, on se surveille, on répare. Mais où est-ce qu'on s'arrête? Frégeur montre bien qu'il y a une frontière très floue entre réparer ce qui est cassé et vouloir améliorer ce qui fonctionne déjà. C'est là qu'on bascule vraiment. C'est le point de bascule. Exactement. L'objectif n'est plus simplement de maintenir la machine en état, mais de l'upgrader, de la transcender. Et ce qui est frappant, c'est le vocabulaire utilisé. Frégeur note qu'on quitte le langage de l'ingénierie pour emprunter à celui du. Du miracle. Oui, on parle de faire marcher les paralysés, de rendre la vue aux aveugles. La technologie n'est plus un simple outil. Elle devient une promesse de salut, une sorte de rédemption des faiblesses de la chair. C'est un discours quasi religieux en fait, et il y a des figures qui incarnent ça sans aucun complexe. Le texte cite l'ingénieur Ray Kurzweil, qui est un peu le grand prophète de ce mouvement. Pour lui, la distinction entre soigner et améliorer, elle n'existe même pas, c'est ça, hein? Pour lui, c'est une fausse distinction. Une maladie, le vieillissement ou une capacité humaine normale qu'on pourrait augmenter, tout ça c'est sur le même continuum. C'est juste des limitations biologiques qu'il faut dépasser. De son point de vue, accepter notre condition mortelle, c'est pas de la sagesse, c'est de la résignation. De la résignation, Ou pire, un manque d'imagination. un manque d'imagination. C'est une accusation très violente. En gros, si on n'est pas d'accord, on est juste borné. C'est même encore plus fort que ça. Pour lui, refuser d'utiliser la technologie pour nous améliorer serait une nouvelle forme d'obscurantisme. C'est l'idée que si on a les moyens techniques de dépasser nos limites, ne pas le faire serait aussi irrationnel que de refuser de croire que la Terre tourne autour du Soleil. C'est une inversion totale des valeurs. La prudence devient de l'ignorance. Voilà. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, c'est quoi l'horizon final? On ne va pas passer l'éternité à patcher notre corps, ce hardware humide, comme il l'appelle. Non, et c'est l'étape ultime que décrit l'analyse de Fraser. Le corps biologique lui-même est vu comme le problème. Il est faillible, il est inefficace. La conclusion logique, c'est donc de... De s'en débarrasser. Et l'aboutissement de cette trajectoire, ça a un nom qui fait un peu peur, la singularité. La singularité. Le moment où l'IA devint plus intelligente que l'humanité entière. Exactement. Ce moment hypothétique où l'IA dépasserait l'intelligence humaine, ce qui permettrait, en théorie, de fusionner notre conscience avec la machine, de télécharger notre esprit sur un support plus durable. Ah oui? L'objectif final, c'est un corps version 2.0. Un support numérique ou mécanique, libéré des contraintes de la biologie, de la maladie, de la vieillesse, et donc potentiellement immortel. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Mais Fraser nous rappelle que ce rêve d'un humain parfait, ce n'est pas si nouveau. Il y a un lien avec la philosophie des Lumières, non? Oui, il met ça très bien en perspective. C'est le prolongement d'une vieille promesse. En améliorant le corps, en le rendant plus rationnel, on améliorera l'humanité elle-même. On deviendrait plus sage, plus pacifique, une utopie accessible par la technologie. Mais c'est là que l'analyse de Fraser devient vraiment critique. Il nous dit « Attention, l'optimisation ne libère pas forcément. Au contraire, elle normalise. » Elle normalise. C'est-à-dire qu'elle nous met tous dans des cases, elle impose une norme. Précisément, la quantification de soi, qu'on pratique déjà un peu avec nos applis de sport, deviendrait totale. Chaque aspect de notre biologie serait numérisé, analysé et comparé en permanence à des standards de performance. Ah oui? L'idéal ne serait plus une image dans un magazine. Ce serait un tableau de bord avec des chiffres, des objectifs à atteindre pour, je sais pas moi, votre efficacité mitochondriale. Une pression constante à être conforme. Et socialement, c'est une bombe. Fraser est très clair sur les risques. Au-delà de la pression psychologique, ça crée des inégalités d'un genre complètement nouveau. C'est le point le plus inquiétant, je trouve. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces technologies? Ou à ceux qui, même avec la technologie, n'atteignaient pas les standards de performance? On dessine en creux une nouvelle hiérarchie sociale? Qui ne serait plus fondée sur l'argent ou la naissance. Non, mais sur la biologie optimisée. Une sorte de nouvelle aristocratie technico-biologique. C'est ça. La distinction fondamentale dans la société se ferait entre les corps performants et les corps sous-optimaux. C'est une discrimination qui serait inscrite dans la chair, ou plutôt dans le code qui la régit. C'est potentiellement bien plus radical que tout ce qu'on a connu. Au-delà de l'aspect social,
Il y a une question plus intime, presque philosophique, que Fraser soulève. À force de tout vouloir maîtriser, tout optimiser, qu'est-ce qu'on perd? Il utilise une formule toute simple, mais qui m'a marqué, le corps perd. C'est une idée très profonde. Chaque technologie qui nous augmente, qui prend en charge une de nos fonctions, c'est aussi une part de notre expérience directe du monde qu'on externalise. On délègue notre mémoire à nos téléphones, notre sens de l'orientation au GPS. En voulant nous libérer de la fatigue, de la maladie, de la fragilité, on sacrifie peut-être notre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas juste un défaut, c'est peut-être ce qui nous rend humaines, non? C'est toute la question. Beaucoup de nos émotions les plus riches, l'empathie, la compassion, même la joie d'être en vie, sont directement liées au fait qu'on est des créatures fragiles et finies. En cherchant à éradiquer cette fragilité, est-ce qu'on ne risque pas de s'aseptiser, de perdre une part essentielle de notre humanité? Donc, au final, toute cette réflexion sur le transhumanisme, ce n'est pas juste une projection dans un futur lointain. Non, et c'est la conclusion la plus forte de l'analyse de Fraser. Le transhumanisme, ça agit comme un miroir grossissant de nos obsessions bien présentes. L'obsession de la performance, de la maîtrise, de la compétition, et bien sûr la peur panique du déclin et de la mort, qui est au cœur de notre société. C'est donc pour ça qu'il faut le prendre au sérieux maintenant. Pas comme une curiosité de science-fiction, mais comme un vrai projet de société qui se construit sous nos yeux. Exactement. Ce ne sont plus des questions pour demain, mais des choix politiques, sociaux, philosophiques qui se posent aujourd'hui, à travers chaque nouvelle technologie de quantification ou d'amélioration de soi qu'on adopte. Le futur dont parle Fraser, il est déjà en germe dans notre présent. Un peu notre discussion, on est parti de cette idée assez folle que la mort n'est qu'un bug technique. On a vu comment ça transforme le vieillissement en maladie et l'individu en gestionnaire d'un corps-projet à optimiser sans cesse. Ça nous a mené à la promesse d'un corps 2.0, immortel, fusionné avec la machine. Mais en face, l'analyse de Pierre Fraser nous alerte sur l'envers du décor, le risque d'une société de la norme, d'inégalité extrême, et cette question fondamentale, qu'est-ce qu'on perdrait de notre humanité en chemin? Tout à fait. Et ça laisse avec une dernière pensée, un peu vertigineuse. L'analyse de Fraser se concentre beaucoup sur la critique sociale de cette quête. Mais si, un instant, on prend la prémisse au sérieux, imaginons qu'on réussisse, que la mort devienne une option. Qu'est-ce que ça ferait au sens même de la vie? Toute notre culture, nos histoires, nos projets sont structurés par le fait que le temps nous est compté. La finitude donne de la valeur, de l'urgence à nos choix. Si on enlève l'échéance, est-ce qu'une vie sans fin serait encore une histoire qui vaut la peine d'être vécue? En cherchant à éliminer le point final, est-ce qu'on ne risque pas de vider le récit de toute sa substance?